Yaorana et bienvenue dans Manava. La cybersécurité est devenue un enjeu majeur de notre société et le Fénois n'est pas épargné. Avec nos invités, nous parlons des risques possibles et comment y faire face. Alors j'accueille aujourd'hui Jean-Denis Girard, qui est secrétaire du CLUSIR, le club de la sécurité de l'information en région d'Haïti, Helmut Banner, qui est organisateur du PIX, le Polynesian Island Crypto Summit, et Jonathan Repère, qui est responsable conformité et risque opérationnel pour la Banque de Tahiti. Messieurs, ravi de vous accueillir. Nous avons sollicité également le major Pascal Aznar, qui ne pouvait pas être avec nous sur ce plateau et qui est spécialiste en nouvelles technologies et cybercriminalité pour la gendarmerie. Et nous lui avons demandé de faire un point sur la situation en Polynésie en termes de cybersécurité. Écoutons sa réponse. Le Fénois, certainement, est propice pour les arnaques. Pourquoi? Puisque on commence à avoir un peu plus de débit au niveau de la DSL, un peu plus de débit avec la fibre, forcément. Et ça accroît l'interopérabilité avec le monde extérieur. Donc, on est plus vulnérable et plus facilement joignable pour les types d'escroqueries. Alors, selon le major Aznar, la Polynésie risque également d'être prise pour cible. Jean-Denis, le Fénois y est préparé? Préparé, on n'est jamais assez préparé face aux risques cyber. Effectivement, le Fénois va être sous les feux à cause des Jeux Olympiques. On a reçu un intervenant il y a assez peu de temps au CLUSIR qui nous a dit qu'il venait pour la Polynésie pour la première fois et qui nous a expliqué que le domaine .pf, hein, on sait bien ce que c'est que .pf, tntv.pf, etc. Avant de venir ici, il ne connaissait pas en réalité. Et voilà, Donc le fait qu'il y a un highlight avec les JO, on va se retrouver peut-être exactement, c'est ça. comme des cibles possibles pour les Bien sûr, cybercriminels. les JO sont de toute façon une cible pour les cybercriminels. Ça a été connu dans les JO précédents, hein. Il y a eu des problèmes cyber, c'est clair. Et on risque d'avoir ces problèmes qui arrivent sur le territoire. Alors tu nous as parlé du CLUSIR, en quelques mots, le CLUSIR, quelles sont ses missions? Alors le CLUSIR est chargé, s'occupe de mieux faire connaître la sécurité informatique, de faire progresser la sécurité informatique. Pour cela, donc, un des premiers moyens, c'est d'échanger, d'informer, hein. On fait très très régulièrement des conférences, on reçoit des intervenants de l'étranger. On essaie aussi d'avoir des actions, de vraies actions, hein, de faire de la formation ou de produire des petits documents de ce style, hein, un guide simple pour se protéger, pour protéger l'entreprise, mais qui peut s'appliquer aussi d'ailleurs en particulier. Voilà ce qu'on fait. D'accord. Jonathan, quel type d'attaque, à quel type d'attaque vous faites face au sein, par exemple, la Banque de Tahiti pour laquelle tu travailles, par exemple? Alors nous, ça va être potentiellement des tentatives d'intrusion sur nos systèmes d'information, donc sur l'informatique de la Banque de Tahiti tout simplement, que l'on protège avec divers équipements et mesures de sécurité. Mais ce qu'on va constater également, c'est surtout la cible sur notre clientèle, qu'elle soit particulière et d'autant plus aujourd'hui professionnelle. Il n'y a plus de limite dans le ciblage de la clientèle pour la fraude. Et on se rend compte qu'avec cette ouverture, comme le disait M. Aznar, avec Internet et les nouvelles technologies et les équipements, on est de plus en plus une cible facile pour des attaques qui ne sont pas encore connues ou qui sont encore un peu méconnues sur le territoire. Et donc avec une population, si je peux dire ça comme ça, pas forcément avertie qu'en métropole ou dans d'autres pays qui sont déjà cibles de ce système d'attaque depuis plusieurs années. Ce qui veut dire que vous avez vu une vraie progression, on va dire, sur les 5 ou 10 dernières années. On le constate tout à fait. Et le fait qu'on utilise tous des applications, ce genre de choses, on prête encore plus le flanc, quoi. C'est ça, plus la multiplication des différentes attaques qu'on peut rencontrer. Donc on ne reste pas toujours sur la même manière de faire. On cible de plus en plus l'humain aujourd'hui, c'est pas forcément que la technologie, donc il faut faire très attention à ça. Et voilà, ça se répète, c'est des missions un peu coup de poing, et puis ça revient quelques semaines, quelques mois après, sur d'autres clientèles, d'autres clients. Est-ce que vous identifiez le fait que ce soit des attaques internes à la Polynésie ou externes? Ou les deux? Alors, plus généralement, c'est des attaques en tout cas qui sont perpétrées par l'externe, mais parfois elles exploitent des défaillances internes, n'importe laquelle soit-il, et principalement de l'usager. Notre premier point de faiblesse, c'est nous-mêmes, si je peux dire ça comme ça, sur la partie cyber, protection informatique. Helmut, alors tu représentes le PIX, tu vas nous expliquer en quelques mots ce que ça veut dire. Et donc, ça a pour but d'éduquer et d'expliquer ce qu'est la crypto-monnaie. Yorlana Stéphane, tout à fait.
Alors le PIX pour Polynesian Island Crypto Summit, c'est la deuxième édition qui arrive dans quelques mois, de 12, 13, 14 et mai 2024. De fait, comme tu le dis, son ADN, c'est d'exposer, d'expliquer, d'offrir une vitrine de l'écosystème blockchain, Web3, crypto, parce que la crypto, en fait, c'est l'arbre crypto, il faut imaginer qu'il y a une forêt vaste derrière. Un petit peu les idées qu'on a sur la crypto. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le PIX, le sommet PIX, les sommets PIX, puisqu'ils sont un peu récurrents désormais, je m'en félicite, ont vocation, on s'en aperçoit, à remettre la prévention, la sécurité, l'éducation, l'encadrement au cœur des enjeux. C'est-à-dire qu'avant d'expliquer comment on se sert des outils, on va commencer par montrer que des fois ça peut taper sur les doigts, couper comme des outils, et qu'il convient d'apprendre à les maîtriser, de les comprendre, typiquement pour éviter les risques cyber Et pas faire n'importe auxquels quoi. on est confronté au même titre que n'importe quel système d'information. Alors, Web3, tout bien sûr. simplement, on va expliquer ce que c'est que la crypto-monnaie. En quelques mots aussi, bien sûr, et pour alors- simplifier ça, nous dire, en clair, qu'est-ce que c'est? Alors, académiquement, les crypto-monnaies, ce sont des actifs numériques qui évoluent sur un réseau décentralisé qu'on appelle une blockchain. Basiquement, inutile d'avoir à comprendre beaucoup plus de notions complexes que ça, de la même manière que vous n'avez pas à nécessairement comprendre toutes les sous-couches qu'il y a Donc, qui permettent on peut à considérer que c'est de Internet l'argent de virtuel. fonctionner. Oui, c'est ça. Pardon. C'est de l'argent virtuel. C'est de l'argent numérique, c'est de l'argent digital. On peut utiliser différentes terminologies. J'évite d'utiliser la terminologie virtuelle parce qu'elle renvoie dans l'imagerie populaire à quelque chose qui serait évanescent et D'accord. inexistant. Ouais. Une crypto-monnaie, Bitcoin, que tout le monde connaît, mais toute autre crypto-monnaie, des tokens, des coins, quel que soit le terme qu'on peut utiliser, que vous rencontrerez, représentent des actifs qui ne sont virtuels que quand on les présente comme tels. En réalité, ils ont une existence presque physique, pour ainsi dire tangible, sur les blockchains. Et j'irais même un petit pas en avant, au-delà de cette frontière, pour dire que les actifs numériques qui fonctionnent sur des blockchains, donc les crypto-monnaies, ont une existence physique plus vérifiable qu'à la limite la monnaie qu'on qualifie de monnaie fiat, l'euro, le dollar, le franc pacifique, qui bien souvent n'ont d'existence que dans un grand registre existant sur un ordinateur unique. Donc, Donc l'idée, c'est pas l'argent virtuel, c'est Ouais. l'argent électronique. D'accord, numérique ou voilà. Et donc l'idée c'est de pouvoir aussi après on va poser une question au Major Aznar. L'idée c'est de comprendre, le PIX va expliquer aux gens comment avoir les bonnes attitudes en termes de sécurité, en termes de on va dire de méthodologie et de pas faire n'importe quoi. C'est ça. C'est ça? On a une forte composante prévention. Typiquement, on proposera dans les prochaines semaines, on enverra une série d'invitations à. Alors, la cybersécurité, la gendarmerie, l'année dernière, a déjà participé à la première édition du sommet. On va proposer à l'ANSSI de venir faire quelques démonstrations. Sous l'angle plus de la régulation financière, on a aussi l'autorité des marchés financiers et l'autorité prudentielle de contrôle et de résolution. J'espère que je ne le dis pas mal. Alors, c'est quoi là, à mon avis, c'est Ce sont trop les gendarmes technique, c'est le mot. financiers. Voilà. Et n'oublie pas qu'il faut qu'on simplifie au maximum. Et nous, on va essayer de revenir sur le côté justement sécurité. Je pense qu'on aura l'occasion de faire d'autres émissions sur la question. Alors, on a posé les questions au Major Asnar. On lui a demandé quelles étaient les arnaques en ligne les plus courantes en Polynésie. Actuellement, nous sommes saisis pas mal d'escroqueries sur Facebook. Ça, c'est un leitmotiv et c'est un gros fléau, notamment avec les faux prêts d'argent. Voilà, des infractions qui sont liées avec des faux emplois aussi. Les personnes vont se faire rémunérer, on appelle ça les mules sur Internet, qui vont se faire rémunérer sur un pseudo-emploi qu'elles vont rendre en retour. Et sur cet emploi-là, elles vont acheter des tickets, des tickets cash, qu'elles vont acheter au kiosque et elles vont rentrer en contact par le biais notamment des réseaux sociaux et par WhatsApp avec un auteur présumé qui peut se retrouver hors métropole et des fois ce sont des escroqueries africaines et pour lesquelles elles vont donner leurs identifiants code PIN sur les mandats cash et ces codes PIN, les auteurs vont pouvoir bénéficier de pouvoir avoir de l'argent liquide auprès de bureaux de poste ou via Internet. Donc ça, c'est un gros fléau là-dessus. Les autres, ce sont les fausses ventes. On a des fausses ventes de véhicules qui sont réalisées en Polynésie, donc on peut très bien impliquer des personnes locales comme des personnes externes au Fénois, notamment en métropole, etc. Ensuite, en deuxième cybercriminalité pure et dure, ce sont des attaques informatiques qui peuvent être diligentées soit de type ransomware, soit des attaques par saturation de mémoire. Là, on n'en a pas beaucoup en Polynésie, c'est 2-3 chaque année, mais ça commence à augmenter depuis quelques années. Et ensuite, une autre activité qu'on décèle dans les tuyaux, c'est lié à la crypto-monnaie, notamment les pyramides de Ponzi, comme on pourrait avoir avec de type Omega Pro, etc. Donc là, ça commence à monter sur le Fénois.
Alors, le Major Aslar a évoqué plusieurs types d'escroqueries. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en protéger? Et Denis, quelles seraient les mauvaises habitudes à gommer Bah, ou à supprimer? Oui, donc. Il faut être simplement prudent en réalité, hein. Il faut réfléchir un petit peu. Il a parlé des arnaques peut-être sur des ventes de véhicules. Quand on voit une voiture neuve qui est en vente à 500 000 francs sur Facebook, effectivement, il faut se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc, du bon sens. Du bon sens, tout simplement, effectivement. Après, il y a des mesures techniques réellement qui sont quand même, qui devraient être connues de nos jours, hein. On parle toujours d'avoir des mots de passe forts, de ne pas Alors, utiliser le explique, même tiens, mot de passe. avoir un mot en clair, on évite le 1, 2, 3, 4. Et Je voilà, oui, simplifie ça c'est clair. volontairement. Oui, mais Sympa. ça nous fait sourire. Mais je pense qu'il y a encore une très grande Oui, non, quantité non, de gens tout à qui fait. mettent 4x0 ou 1, 2, 3, 4. Bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, il faut éviter d'avoir des mots de passe qui soient extrêmement simples. Il faut utiliser en fait, le mieux c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe qui va pouvoir générer le mot de passe lui-même, donc qui va être complètement aléatoire et du coup qui va être stocké dans cette application, dans ce programme. Et on utilise le programme à chaque fois qu'on se connecte à un site ou Ce qui est de plus en plus fréquent parce qu'on a des mots de passe pour tout. Voilà, c'est ça. Il faut éviter d'avoir le même, enfin il faut ne pas avoir le même mot de passe partout, etc. Donc ce sont des choses dont on parle depuis des années, mais qu'il faut vraiment mettre en application. Il faut séparer le milieu professionnel du milieu personnel, hein, évidemment. Ensuite, il y a des choses un petit peu plus compliquées. Le Major a parlé de ransomware. Donc, ça concerne peut-être un petit peu moins les particuliers, mais beaucoup les entreprises. On a beaucoup de très petites entreprises ici aussi quand même qui sont des particuliers en réalité, hein. Enfin, Oui. la limite est un peu floue aussi. Donc pour ça, le point important, c'est d'avoir des sauvegardes, hein, de faire des sauvegardes très régulièrement de ces données et vérifier que les sauvegardes fonctionnent, évidemment. Et puis, Le bon conserver... sens dont on parlait tout à l'heure, c'est clairement de ne pas répondre quand on ne connaît pas. Oui, évidemment. Aucune société ou aucun organisme ne demande les codes PIN ou ne demande les codes d'accès. C'est ça, je Jonathan. pense que Oui, je confirme. En tout cas, elles ne devraient pas et elles ne doivent pas le faire. Et ça assurera entre autres une certaine sérénité auprès du client. Alors, le bon sens, il appelle surtout à la capacité à gagner de l'argent facilement. Quand on vous promet de gagner des centaines de milliers de francs En ne faisant rien. en quelques jours ou voire même en une journée, bon, il faut quand même se poser la question du pourquoi et qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que ce sont ces offres-là qui attirent énormément les personnes. C'est de l'argent facile, on en a un besoin, et puis il n'y a pas grand-chose à faire. Et au final, on se retrouve à participer à ces dispositifs, alors qu'on parle de blanchiment d'argent, hein, quand ça part dans des pays type Afrique et autres, et qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ce qui sera fait de l'argent. Et on est également responsable de cette participation, hein. Donc, le Major Aznar parlait de mule financière, c'est comme ça que ça s'appelle. On participe à ces dispositifs de fraude malgré soi. C'est bien que de le répéter parce que l'argent facile n'existe pas. Tout à fait. Il faut le dire très clairement. Et donc, moi, j'insiste sur le bon sens, mais il est là aussi, quoi. C'est de se rendre compte qu'on ne va pas gagner 300, 400, 600, 1 million CP en ne faisant rien. Ce n'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on peut alerter encore plus les gens que ce que nous on le fait déjà? Alors, Et après, je vais poser la question sur le côté crypto-monnaie où justement, Helmut, il y a besoin d'être éduqué, de comprendre les choses en amont. Parce que là, du coup, tout ce qu'on évoque là, c'est boosté en raison du contexte crypto-monétaire tout à fait. avec toutes les fameuses idées reçues qu'on C'est pour ça évoquait que je il y veux a bien un dissocier instant. les deux. Voilà. Vas-y. Donc, typiquement, mes collègues l'évoquent avec beaucoup de pertinence, la base, c'est le bon sens. Alors, il n'y a rien de moins bien réparti dans le monde que le bon sens, on va être très clair. Mais il est vrai que, comme tu le rappelles aussi, l'argent facile n'existe pas, l'argent magique encore moins. Et il convient de se poser toujours la question de pourquoi me donnerait-on comme ça, sur ma bonne mine, parce que je suis passé au bon moment sur un réseau social, une somme d'argent. Le seul truc, c'est qu'on est en face de gens qui orchestrent ces escroqueries, qui utilisent avec beaucoup d'aisance et de compétences des outils notamment marketing et de manipulation de communication pour générer ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Vous devez connaître un petit peu le concept, il n'est pas spécifique à la crypto, c'est le fait, et on y est tous un peu sensibles, le petit fond d'avidité qui donne envie de ne pas rater une opportunité qui nous passe sous le nez. Et il suffit d'appuyer sur les bons boutons pour que des gens tout à fait intelligents, normalement, tombent dedans. Il ne faut pas imaginer que, parfois on peut se dire, quand on voit les escroqueries, mais
faut pas être très malin pour. Non, il y a des gens très intelligents qui tombent dedans. Et ce sujet particulier, dans la crypto, il est encore plus important. Parce qu'il se trouve que la crypto, c'est à la croisée des nouvelles technologies un peu sympas, un peu intéressantes, et du monétaire. Et puis ça fait L'argent. fantasmer. Ça c'est donne d'autres fantasmes l'impression aussi. que l'argent est facile. Oui. On peut devenir millionnaire. On nous le montre sur les vidéos YouTube, on nous le C'est montre ça. sur TikTok, sur les réseaux sociaux, notamment pour les jeunes. Et il peut, à un moment donné, s'entretenir l'idée que peut-être que pourquoi pas, c'est aussi facile que ça. Pas du tout. Pas du tout. Autant dans la crypto que dans des domaines financiers aussi traditionnels que l'immobilier, les actions, la bourse que vous voulez, l'argent magique n'existe pas. L'argent est difficile à gagner, la richesse est difficile à structurer, elle nécessite de la rigueur et de la prudence. Et cette prudence, elle commence au moment où, quand on est soumis à un contenu qui essaye de vous faire investir ou de vous obliger à délivrer des informations de nature privée, comme vos mots de passe. Alors en matière crypto, ça va être les clés privées de vos portefeuilles. Eh Donc bien, que ça soit clair, ça n'arrive personne n'a à nous demander ce genre de choses. jamais. Tout à fait. On est bien d'accord, Qu'il on le s'agisse- répète, on le dit, Et- on le martèle. Et encore moins des institutionnels. Alors, imaginez infiniment moins quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam sur un réseau social. C'est important de repréciser ce point-là, puisque les fraudeurs se font passer pour des personnes type établissement bancaire pour récupérer les numéros de carte bleue. On a d'un client. régulièrement les exemples, Jonathan, pardon, je te coupe, mais c'est pour étayer, c'est qu'on a régulièrement les exemples de mails de la soi-disant de la banque qui demandent le mot de passe, machin. Ça n'existe pas. Ça c'est n'existe faux. pas. Ça n'existe pas. Et encore plus du mail du maintenant, phishing, c'est c'est ça le vocal, le phishing. Ok. Et maintenant, il y a cette même pratique, mais en vocal, en appel ou en SMS. Et là, c'est le vishing pour vocal au lieu de P. Et ça contacte les clients, ça se fait passer pour un établissement bancaire, ça se fait passer pour la gendarmerie ou autre, afin de récupérer les numéros de carte, les éléments qui permettraient de perpétrer une faute, sous couvert de « attention, vous vous êtes fait attaquer, on a constaté ça ». Et le client un petit peu paniqué va donner les éléments sans bien faire attention. Et parce qu'on a aussi un gage de confiance aujourd'hui, on a une certaine confiance avec comme nos disait l'autre, ils interlocuteurs. nous mettent dans un contexte qui fait que ils jouent sur plein de on va dire plusieurs Leviers. faits leviers. Donc en fait, personne n'a à nous le demander ce genre de choses. Tout à fait. On est bien Et d'accord, ça- que ce soit la gendarmerie, que ce soit la banque, que ce soit n'importe quel organisme, c'est ça, personne ne doit nous le demander. Voilà, ça pour le particulier, c'est une fin de non-recevoir. Il arrête la communication et s'il le veut, autant que faire se peut, il informe son chargé parce que le fraudeur qui récupère le numéro de carte, lui, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il a récupéré l'ensemble des éléments dont il avait besoin. Il suffit juste de récupérer quelques codes supplémentaires, mais une fois qu'il a le client au bout de la ligne pendant 5 minutes, pour lui, c'est du pain béni. Il sait très bien qu'il aura tout ce qu'il veut. Et la fraude va se perpétrer avec des retraits d'argent, enfin des paiements sur Internet assez volumineux. Qui est responsable dans ce cas-là? Est-ce que le client de la banque qui a été escroqué, parce qu'on parle escroquerie là, pour le coup, il est responsable, la banque est responsable, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, En quelques mots. Hein. pour faire simple, les établissements bancaires, pour répondre à ce dispositif de fraude qui augmente, ont mis en place ce qu'on appelle l'authentification forte. Alors, sous DSP2, pour faire simple, à partir du moment où on va valider un paiement sur Internet, on va avoir 2 facteurs d'authentification. Si le client complète les 2, il a sa part de responsabilité parce que même si, parce que ça voudrait dire qu'il a donné ses éléments de paiement à quelqu'un, un tiers, alors qu'il n'a pas le droit. C'est important de préciser que sa carte est personnelle, elle est nominative, il n'a pas à les partager ni code ni information. Et en plus de ça, il valide une seconde fois avec l'authentification forte le fait que c'est bien lui qui autorise le paiement en donnant les éléments aux fraudeurs. Pour autant, il y a des sites malheureusement en Chine ou autres qui n'ont pas ces mesures de protection et qui ne font pas appel à cette authentification forte. Donc la fraude peut être partagée. Mais voilà, c'est tout un contexte où le client, malheureusement, il est dans une position délicate. La banque, à partir du moment où elle a mis ces mesures de protection qui répondent aux exigences réglementaires, c'est comme si on cassait une forme de contrat ou de garantie. Quoi. Tout à fait. Le client a sa part de responsabilité sur la sécurité de ses moyens de paiement. Jean-Denis, est-ce qu'on peut, je sais pas, l'opérateur qui ne protège pas nos numéros de téléphone, est-ce qu'il peut être responsable ou c'est compliqué? Je pense que c'est compliqué. Ce qui ressort, enfin ce que tout le monde dit, c'est que c'est l'humain en fait qui est la cible et c'est l'humain qui va faillir. La technique met en place, on parlait d'authentification forte, effectivement, c'est une solution technique, mais si la personne, le client donne son SMS à quelqu'un d'autre, comme l'indiquait Jonathan,
c'est mort, quoi. Ouais, puis on utilise de plus en plus de réseaux, on donne beaucoup d'informations. On va y revenir. On a posé la question au Major Aslar, à savoir en termes de quels étaient les risques pour les cybercriminels qui opéreraient en Polynésie. Ça peut aller de 3 ans d'emprisonnement jusqu'à, si l'infraction est commise, admettons, en bande organisée, à une escroquerie aggravée, qu'on appelle, ça peut encourir jusqu'à un maximum de 10 ans d'emprisonnement. Donc, le risque est là. Sur des attaques informatiques, ça va de 3 à 7 ans d'emprisonnement. Donc, les attaques informatiques, ça peut être le déploiement d'un ransomware. Donc, un ransomware, ça va chiffrer les données d'un ordinateur et les rendre illisibles pour l'utilisateur. Donc voilà, en fonction des circonstances, quand il y a des circonstances aggravantes, on peut facilement arriver à 7 ans d'emprisonnement. L'escroquerie de base, c'est du 3 ans d'emprisonnement minimum. Est-ce qu'on peut considérer que le jeu en vaut la chandelle, Jonathan? Est-ce que les peines sont suffisamment dissuasives? Alors, j'aurais du mal à répondre Localement, j'entends. Tout à fait, mais j'aurais quand même tout de même du mal à répondre à cette question parce que j'aimerais pas être dans cette position. Pour autant, pour le risque à prendre, oui, ça me paraît pas opportun de réaliser ce type d'action. Et pour revenir rapidement, je suis désolé par rapport à ce que tu disais, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? La meilleure arme, c'est la sensibilisation. Et de marteler cette sensibilisation en tant qu'entreprise à ses collaborateurs, qu'ils le fassent après auprès de leurs proches, mais la sensibilisation, elle doit être également ouverte à l'ensemble des usagers de Polynésie. Il est important qu'on informe sur ces arnaques, parce que les 3-5 ans de prison qui sont donnés là, la mule financière, elle a ses responsabilités, et sans le savoir, elle ne pourra pas se défausser, elle pourrait être concernée par ces 3 à 5 ans de prison. Helmut, la crypto, c'est ça, il y a un côté un peu fantasme dessus, comme on disait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on protège, comment est-ce qu'on peut bien protéger, on va dire, sa crypto-monnaie, mais de façon très simple? Alors, j'ai vu des exemples de portefeuille froid, ce genre de choses. Enfin, on va essayer de pas être trop technique, mais comment est-ce qu'on peut se protéger? Je rebondis juste un instant sur Alors, pas trop, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Vas-y. Ok, d'accord. C'est que typiquement, effectivement, la protection des mots de passe et l'impossibilité, comment dirais-je, les dérapages en matière de clientèle bancaire traditionnelle sur des accès qui ont été donnés indûment à des escrocs, il y a quand même des fois des voies de recours. Vous portez plainte, à minima, vous pouvez avoir un fonds assurantiel, par exemple, etc. Ce n'est pas le cas en matière de crypto-monnaie, ou beaucoup moins. Encore une fois, la crypto-monnaie apporte des nouvelles valeurs de souveraineté monétaire. Vous avez le contrôle total de votre argent. C'est un grand pouvoir. Vous connaissez le standard. Grand pouvoir, grande responsabilité. Oui. Donc, il est absolument indispensable d'avoir une hygiène informatique absolument irréprochable. Au même titre que la protection que vous apporteriez à vos mots de passe classiques, double authentification, chiffrage, éventuellement utilisation effectivement de solutions, alors je ne vais pas les citer parce que je ne sais pas si j'ai le droit, mais de solutions de chiffrement des données pour avoir des mots de passe vraiment très très difficiles à casser. C'est la même chose en matière crypto-monnaie, ce sont des fonds, c'est de l'argent, ça a une valeur, il faut les protéger. Et pour ce faire, mon conseil de base, mon conseil d'hygiène numérique crypto-monétaire basique, c'est effectivement ce qu'on appelle le stockage à froid. Alors c'est quoi le stockage à froid? C'est simplement votre clé privée qui va être stockée sur un support physique autonome, qui n'est pas connecté à un réseau quel qu'il soit. Ce faisant, il est absolument impossible de venir récupérer votre clé privée, qui est l'équivalent de votre code secret de carte bleue, mais en version vraiment très très balèze. Et si vous respectez ce simple standard, vous déjouez 99,9% des arnaques potentielles. Parce qu'on n'est pas en réseau, tout simplement, on n'est pas accessible. Les technos ont l'air complexes, mais en réalité, le conseil de bon sens de fond, il est tout simple. Vous vous assurez de ne pas partager vos clés privées jamais à quiconque, y compris à des proches, etc. Et par ailleurs, vous les stockez dans un coffre numérique. Ça coûte littéralement 5 à 6 000 francs pacifiques. Ça se récupère très facilement, ça n'a rien de compliqué, c'est pas plus compliqué qu'une clé USB, et vous êtes tranquille. Donc une fois encore, il y a des moyens, mais il faut les suivre, il faut les entendre, et puis il faut écouter les conseils des spécialistes. La clé, c'est l'éducation, l'information, même basique, même quelques minutes d'information vont vous sauver. Qu'est-ce que quelques minutes de documentation ou de questions à des professionnels, un message, un mail, demander à sa famille, contre une perte de plusieurs millions de francs pacifiques, plusieurs dizaines de millions, on a des cas, il me semble que le veau en vaut
clairement la chandelle. Complètement. Jean-Denis, justement, est-ce que tu peux nous donner vers qui les personnes pourraient s'orienter, ou est-ce que tu as une ou deux adresses à nous communiquer pour qu'ils puissent... Effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'informations en ligne. Il y a des sites du gouvernement français en particulier qui donnent beaucoup d'informations. Le site de la CNIL, tout le monde, la Commission nationale informatique et liberté est assez connue depuis des dizaines, de très nombreuses années. Voilà. Donc elle a un site, et sur ce site on trouve des informations très simples qui sont, j'ai encore regardé avant de venir à l'émission, là, des informations pour les parents, comment les aider à protéger leurs enfants, ce genre de choses. Donc c'est vraiment fait pour les particuliers, donc la CNIL. Et il y a un site qui s'appelle Cybermalveillance, voilà, c'est ça, Cybermalveillance du gouvernement français là aussi, qui donne un certain nombre d'informations, un peu ce que nous indiquait la gendarmerie, là, que faire en cas de problème. Ils vont pouvoir nous orienter, on va D'abord, pouvoir avoir éviter les problèmes, réponses. évidemment, et ensuite que faire si un problème survient. Et on a déjà, avec cela, je crois qu'il y a déjà de pas quoi mal, faire. déjà. Helmut, les coordonnées du Pix, si les gens sont intéressés. Alors, effectivement, on va prêcher pour notre Fénois. Si vous avez besoin d'informations basiques, même sur la sécurité informatique, surtout sur la sécurité informatique, crypto4island.com. Crypto4island, alors c'est un 4 pour le 4island, avec un s.com. Et vous allez retrouver l'actualité du sommet, mais également des ressources documentaires pour apprendre en douceur et pour commencer par dépenser du temps de cerveau et de l'énergie plutôt que votre argent chèrement gagné. Très bien. De toute façon, si vous avez un doute, vous très simplement, vous dirigez l'organisme concerné. Ils vont pouvoir vous expliquer tout ça. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous pourrez retrouver cette émission en replay sur le site de TNTV. À suivre le VA. On se retrouve demain à 17h15. Bonne soirée sur TNTV.